Puis loin devant moi un point blanc est apparu, de la taille d'une gomme à crayon, et aussi loin qu'un terrain de football. Je n'ai pas décidé de bouger, j'ai été attiré, alors que je suis passé de la position couchée à debout, dérivant vers l'avant. Une seule pensée m'a traversé avec la force de la reconnaissance. Mamie. Bienvenue sur Levons le voile. Décembre 2001. Dans une salle d'opération. Quelques minutes d'arrêt des fonctions vitales. Puis un basculement. Un tunnel souterrain. Un point de lumière. Une conversation télépathique autour d'un café avec une aïeule que l'on croyait perdue. Et le retour brutal à 14h14. Ce récit n'impose aucune croyance. Il explore l'expérience vécue, ses sensations, ses conséquences dans la section de ce que l'on appelle ici « Ma vie » derrière le voile. Avant de commencer, abonnez-vous, laissez un like, activez la cloche et dites-nous en commentaire, que pensez-vous que la conscience devient au seuil de la mort? Place à l'histoire. Je suis entré à l'hôpital en espérant quelque chose de simple, comme des antibiotiques, peut-être une piqûre, et rentré chez moi le soir même. Ma gorge était un véritable champ de bataille depuis des années, et cette fois, je n'arrivais même plus à avaler. La fièvre dépassait sans cesse les 40 degrés. Après les examens, la médecin a décidé de me garder cette nuit. La douleur pesait sur ma poitrine comme un poids, et une pensée nerveuse et irrationnelle me trottait dans la tête. Je pourrais mourir. Le lendemain, le gonflement ne s'améliorait toujours pas sous Rosfine. Ils ont dit que j'avais besoin d'une trachéotomie. Je me souviens du masque, des lumières tamisées, des assurances que tout irait bien, puis du glissement vers l'anesthésie, comme un lourd rideau qui se ferme. Ce qui suivit ne fut pas le sommeil. Au début, il n'y avait que du noir. J'étais sur le dos, flottant dans un espace d'obscurité totale, si absolu qu'il me serrait l'esprit. J'ai levé les mains devant mon visage, et je n'ai rien vu, même si je savais qu'elles étaient là. Le son arriva comme un bourdonnement sourd, étouffé, vibratoire, comme si tout l'endroit avait un pouls. Le temps perdit sa forme. Il n'y avait ni avant ni après, seulement un immense maintenant. L'obscurité ressemblait à un tunnel. Elle semblait souterraine et humide, avec des surfaces rugueuses et pourtant étrangement lisses, comme l'intérieur d'une grotte naturelle. Je percevais de petites portes tout le long, comme des options menant ailleurs. La peur monta, non pas la panique, mais une appréhension nette que l'on ressent lorsqu'on sait qu'on a pénétré un terrain qu'on ne maîtrise pas. Puis loin devant moi un point blanc est apparu, de la taille d'une gomme à crayon, et aussi loin qu'un terrain de football. Je n'ai pas décidé de bouger, j'ai été attiré, alors que je suis passé de la position couchée à debout, dérivant vers l'avant. Une seule pensée m'a traversé avec la force de la reconnaissance. Mamie. En l'espace d'un battement de cœur, l'obscurité se dissipait, et je me retrouvais dans la lumière, assis à sa table avec un café devant nous, comme chez elle quand j'étais jeune. Nous ne parlions pas avec nos bouches, nous parlions d'une manière plus claire que la parole. C'était de la télépathie, mais plus riche, car des significations entières se transmettaient en un instant. Elle souriait, les lèvres immobiles, et je ressentis une affection si complète qu'elle effaça la douleur. Les couleurs étaient incroyablement vives. Elle portait une robe violette que je reconnaissais. Seules les fleurs brillaient d'un jaune fluorescent que je n'avais jamais vu sur Terre. La pièce était éclairée par le haut, bien qu'il n'y ait pas de lampe, juste une présence de lumière, comme si le plafond lui-même l'émanait. J'ai remarqué avec une crainte presque enfantine, que ma main semblait blanche, voire lumineuse lorsqu'elle la toucha. La joie m'envahit, et c'était électrique comme un premier baiser, avec des papillons qui ne s'arrêtent plus et une chaleur qui durait sans fin. Pendant un instant, j'ai eu l'impression d'être au cœur de la réalité, et que j'avais été absent très longtemps. Elle m'a invité à boire. Le café fumait mais était tiède, insipide, comme quand on est malade et que sa langue ne trouve pas de saveur. L'étrangeté ne m'a pas perturbé, rien ne l'a fait. Du côté gauche de la pièce voûtée, un rideau a semblé bouger, et j'ai aperçu mon grand-père qui regardait à travers, et une autre femme, corpulente, petite,
avec une longue queue de cheval noir, observant en silence. Plus je savais que j'étais chez moi, plus j'avais envie d'y rester. Mais je n'y ai pas eu droit. Ma grand-mère m'a dit gentiment que je ne pouvais pas rester. Ce n'était pas mon heure. Une tristesse s'est ouverte en moi comme une falaise. Je l'ai suppliée en espagnol de rester avec elle, de ne jamais quitter cet endroit où la douleur et la peur n'avaient pas leur place. Elle a promis que je reviendrais quand le moment serait venu, et m'a dit de dire à tout le monde qu'elle les aimait et qu'elle pensait souvent à eux. Ce moment s'était tiré d'un seul coup, infini et immédiat, puis un grand pop, comme un coup de fouet cosmique. Du feu a frappé ma poitrine comme un coup de marteau. J'ai eu un haut-le-cœur, et l'hôpital réapparut brusquement, avec les tubes, les alarmes, le visage de mon père et le poids d'un corps qui me faisait mal de partout. Plus tard, j'ai appris les détails cliniques. Pendant la tentative de trachéotomie, un abcès près de mes molaires a éclaté. Le tube s'est bouché et j'ai fait un arrêt. On m'a dit qu'il m'avait réanimé 2 fois, après 4 à 5 minutes. Le pronostic évoquait des séquelles neurologiques, et peut-être même que je ne parlerai plus jamais. J'ai flotté entre la vie et la mort pendant les 2 semaines suivantes, et même été héliporté aux soins intensifs de Modesto, dans ce qui reste pour moi un mélange de son et de lumière. À un moment, j'ai entendu une chorale, et angélique est le seul mot qui puisse décrire ces chants, et l'infirmière m'a dit qu'aucune musique n'était autorisée. Je devais écrire pour communiquer, parce que je ne pouvais pas parler. J'ai dit à l'infirmière qu'il y avait d'autres personnes là-bas, ma famille. Elle m'a dit que personne n'était encore arrivé de Los Banos. Je n'arrêtais pas de penser à un détail étrange des semaines précédentes. Voir à plusieurs reprises l'heure 14h14, puis apprendre que j'avais fait un arrêt cardiaque à 14h14 précise. J'ai posé des questions à ce sujet. Certains ont dit que les drogues et les traumatismes pouvaient expliquer ce que je percevais. Peut-être que oui, mais la sensation de réalité n'a jamais faibli. Il y a eu un autre incident lors d'une intervention ultérieure, visant à extraire des dents gênantes et à placer un tube plus petit. Je me souviens avoir crié intérieurement « Je ne suis pas encore endormi ». Et puis je me suis retrouvé au coin du plafond, observant en surplomb, surpris par la facilité avec laquelle je pouvais dériver et la finesse des murs. J'ai voulu me glisser dans la salle d'attente, puis je me suis réveillé en salle de réveil. Je considère cela comme une expérience extracorporelle. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai parfois vu des ombres noires aux limites de ma perception, une sensation de lourdeur dans certains bâtiments, comme si une pièce pouvait contenir des souvenirs. Mes sens en général étaient aiguisés, avec des couleurs plus vives, des textures plus prononcées, et une audition redevenue normale, mais à jamais comparée au bourdonnement et au silence de l'autre lieu. Je ne pouvais pas réduire ce qui m'était arrivé à des choses bien rangées. Je me disais chrétien modéré, mais pas dévoué. Par la suite, mes croyances se sont éloignées d'un cadre fixe entre le paradis et l'enfer, pour se diriger vers quelque chose que je ne peux décrire que comme de l'énergie et de la conscience. Je croyais toujours en Dieu, mais sans imaginer des saints, attendant littéralement aux portes. J'ai appris à respecter le point de vue des autres, sans avoir besoin de classer le mien dans leur catégorie. Le résultat le plus concret a été la façon dont j'ai perçu la vie. Je fais preuve de plus de gentillesse, je suis plus reconnaissant d'être en vie. Mes relations se sont adoucies, et j'aime les gens plus facilement. J'ai partagé mon histoire peu de temps après, écrite à la main en espagnol alors que je ne pouvais pas parler, une page que mon père avait conservée. Je ne me souviens pas l'avoir écrite, et surtout pas en espagnol. Je n'écris généralement pas dans cette langue, et mon père disait que c'était exactement comme écrivait ma grand-mère. Certains l'ont accepté, d'autres étaient sceptiques, mais les 2 réactions me semblaient compréhensibles. Le temps me semble toujours différent, parce que ce qui s'est passé a pris 4 ou 5 minutes ici, et une éternité là-bas. Si je devais nommer une vérité qu'elle m'a donnée, ce serait celle-ci. Le libre arbitre compte, et la vie elle-même est un cadeau. Ma vie, derrière le voile. Après cette expérience, ma vision du monde a changé, sans que je n'établisse aucun dogme.
Je ne m'accroche plus au concept occidental d'un paradis et d'un enfer strictement défini. Je comprends davantage la réalité en termes de force et d'énergie, tout en conservant ma foi en Dieu et en respectant les convictions de chacun. Ma peur de la mort s'est atténuée. Je suis devenu plus aimant, plus ouvert à la vie, et mes relations se sont adoucies. J'exprime plus facilement affection et gratitude, et je privilégie la qualité de mes relations. Pendant plusieurs semaines, j'ai perçu des ombres noires et une densité particulière à certains endroits. J'ai également développé une intuition plus fine des atmosphères et des états émotionnels. Pour documenter ces impressions, j'ai acheté un enregistreur numérique et obtenu des résultats qui, pour moi, confirment que la réalité transcende nos sens ordinaires. Socialement, lorsque je partage mes expériences, les réactions vont de l'acceptation sincère au scepticisme. J'accepte ces réponses sans essayer de convaincre qui que ce soit. Ce qui compte pour moi, c'est la transformation intérieure. Aimer davantage, vivre avec moins d'amertume, et choisir des priorités qui sont alignées avec la conscience que la vie est précieuse et que le libre arbitre est essentiel. Merci d'avoir suivi cette expérience de mort imminente jusqu'au bout. Vous venez d'entendre un voyage à travers la peur, une perception accrue et une transformation silencieuse, sans dogme. Si vous souhaitez voir d'autres épisodes comme celui-ci, abonnez-vous, activez la cloche et likez la vidéo, cela aide vraiment la chaîne. Vous pouvez aussi partager votre point de vue ou votre propre expérience de mort imminente dans les commentaires. C'est un espace de réflexion respectueux. Pour continuer, consultez la playlist d'expériences de mort imminente sur l'écran de fin et le lien dans la description. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour un autre voyage, derrière le voile.